10 minutes chronique. Le pouvoir de la machine. La dernière fois, j'ai abordé pour vous l'un des sujets favoris de l'ASF, le robot. De nos jours, on parle plutôt d'intelligence artificielle, puisque d'une mémoire programmée pour remplir des tâches, on est arrivé à concevoir des entités qui fabriquent elles-mêmes leur mémoire et peuvent prendre des décisions. Alors, du petit robot intelligent qui joue avec un enfant, de l'interface qui bientôt nous reconnaîtra au supermarché, ou tout simplement des applications connectées d'un smartphone, le soupçon commence à s'installer. Et si les machines prenaient les commandes? Et si un jour nos vies se retrouvaient dirigées par un ordinateur surpuissant? Jusqu'à il y a quelques années, la peur des machines intelligentes appartenait à la science-fiction. Aujourd'hui, elle dépasse le simple imaginaire et interroge le public. Le physicien Stephen Hawking a déclaré « Le développement d'une intelligence artificielle générale pourrait signer la fin de l'humanité ». Il développait son raisonnement en expliquant que les humains, soumis à une lente évolution biologique, seraient à terme dépassés par l'IA. C'était une mise en garde. L'hypothèse avait déjà été émise dans un essai publié par Vernor Vinge, intitulé « La venue de la singularité technologique, comment survivre à l'ère post-humaine ». Ce qui laisserait entendre que nos petits-enfants vivront dans un univers totalement incompréhensible pour nous, pauvres créatures laissées au bord du chemin de la connaissance et en voie de disparition, et que l'humanité entière serait dirigée par des machines, voire une machine. Vernor Vinge se prépare apparemment avec entrain à cet avenir, et il n'est pas le seul parmi ceux qui, au lieu de s'engager contre ce qui est annoncé par certains comme inéluctable, estiment qu'il vaut mieux y préparer l'humanité. Le futur sera-t-il celui que les auteurs de science-fiction des années 50 et 60 avaient inventé? Dans Les marteaux de Vulcain, de Philippe K. Dick, les nations ont été regroupées sous le vocable « l'Union terrestre », laquelle est dirigée par Vulcain III. Et voici ce que l'on peut lire dans les premières pages. Tout ce qui touchait à la politique était du ressort de Vulcain III. Telle était la loi. Dans ce livre de Cadic, paru en 1960 aux États-Unis, le monde est donc sous la coupe d'un super-ordinateur et tous les États terrestres appliquent les règles de Vulcain III. Un seul homme reçoit et transmet ses messages à la planète entière. C'est le directeur d'île. Alors qu'il visite une classe dans une école primaire, il donne un petit cours d'histoire. Le directeur d'île restait imperturbable. Il s'arrêta devant le tableau noir, leva la main, traça un chiffre dans l'air. Des traits blancs s'inscrivirent sur la surface sombre. D'un air réfléchi, il fit quelques autres gestes et la date 1992 apparut d'elle-même. La fin de la guerre. Il traça 1993 devant la classe silencieuse. Les lois de Lisbonne que vous êtes en train d'étudier. L'année où la totalité des nations du monde décidèrent d'unir leurs destinées, de se subordonner d'une façon réaliste et non pas à la manière idéaliste de l'époque de l'ONU, à une commune autorité supranationale pour le bien de toute l'humanité. Le directeur d'île s'éloigna du tableau noir et fixa pensivement le plancher. La guerre venait juste de se terminer. Presque toute la planète était en ruine. Il fallait prendre des mesures énergiques, car une autre guerre aurait détruit l'humanité. On avait besoin de quelque chose, d'une sorte de principe fondamental d'organisation, d'un contrôle international, d'une loi que ni les hommes ni les nations ne pourraient violer. On avait besoin de gardiens. Mais qui surveillerait les gardiens? Comment pouvions-nous être certains que ce corps supranational serait exempt de la haine, des penchants et des passions animales qui avaient dressé l'homme contre l'homme au cours des siècles? Ce corps, comme tous les autres corps constitués d'hommes, n'hériterait-il pas des mêmes vices? Ne ferait-il pas encore passer l'intérêt avant la raison, le sentiment avant la logique? Il n'y avait qu'une réponse. Depuis des années, nous utilisions des cerveaux électroniques, des machines géantes assemblées grâce au travail et au talent de centaines de spécialistes entraînés. Or, les machines sont exemptes des penchants empoisonnés,
de l'intérêt personnel et des passions qui rongent l'homme. Elles sont capables d'exécuter des calculs qui pour l'homme seraient toujours restés un rêve idéal, jamais une réalité. Si les nations acceptèrent de renoncer à leur souveraineté, à subordonner leur pouvoir aux directives objectives et impartiales de... Une voix fluette d'enfant coupa le ton assuré de Dill. Son discours cessa, brisé par l'interruption nette et précise venue du fond de la classe. « Monsieur Dill, croyez-vous réellement qu'une machine vaut plus qu'un homme? Que l'homme n'est pas capable de gouverner son propre monde? » On est dans un monde où toutes les nations se sont mises d'accord pour confier à un superordinateur le pouvoir absolu sur la société, où les activités, les comportements des populations, mais aussi leurs besoins, sont analysés par Vulcain III. Or, un mouvement de contestation vient de naître qui veut rendre aux humains leur autonomie. Les technocrates de l'Union commencent à s'inquiéter. Le directeur Dill, qui est le seul à transmettre des informations à Vulcain III, et le seul à en recevoir pour les transmettre aux membres de l'Union terrestre, a alors un gros souci. Vulcain III ne répond plus depuis plusieurs mois. Pour le moment, le monde maintient son équilibre politique et social, mais pour combien de temps? Et comment réagir contre les dissidents qui ont commencé à semer le trouble? Dans le monde des A, premier volume du cycle du A d'Alfred Van Vogt, publié en 1945, une machine domine la ville. Elle organise des jeux qui définissent la position des joueurs dans la société. Elle se nomme donc la machine des jeux. Voici ce que dit Gossen, le héros de cette trilogie. Les jeux exigent des connaissances et une habileté qu'il faut beaucoup de temps pour acquérir. Pendant les 15 derniers jours, ils nécessitent une souplesse et une compréhension telles que seuls les cerveaux les plus développés et les plus pénétrants du monde peuvent espérer concourir. Le moindre emploi obtenu par les jeux rapporte 10 000 $ par an. Quelques pages plus loin, le premier jour des épreuves va commencer. La foule se faisait plus abondante à mesure qu'ils approchaient de la machine, et l'énormité de celle-ci devenait de plus en plus apparente. Sa forme circulaire et sa dimension lui donnaient une allure élancée et aérodynamique que n'altéraient pas les rangs de cellules individuelles qui garnissaient la base gigantesque et en rompaient la ligne. Tout autour de cette base s'étendaient les cellules. Le premier étage comportait d'autres salles de concours et les couloirs qui les desservaient. De larges escaliers extérieurs menaient au second, troisième et quatrième étage et plus bas vers 3 sous-sols successifs. Un total de 7 étages entièrement constitués de cellules d'examen pour les candidats isolés. Gossen se sentait absolument certain de pouvoir concourir jusqu'au 30e jour. Son problème n'était pas de savoir s'il pouvait gagner, mais si on le laisserait essayer. Unique et impénétrable, la machine dominait les êtres humains qu'elle allait classer selon leur culture sémantique. Pas un individu vivant ne savait exactement à quel endroit de sa structure se trouvait un cerveau électromagnétique. Comme tant d'hommes avant lui, Gossen se posa la question. « Où l'aurais-je mis, se demanda-t-il, si j'avais été l'un de ces architectes hommes de science ?» Cela naturellement n'importait guère. La machine était déjà plus âgée que tout vivant actuellement existant. Se rénovant elle-même, consciente de son existence et de son objet, elle restait mystérieuse à tout individu, insensible à la corruption et capable en théorie de s'opposer à sa propre destruction.